Bonjour, bienvenue dans le podcast L'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens, le podcast dédié à l'histoire de France durant le premier millénaire. Je m'appelle Xavier. Je m'appelle Romain. Et je m'appelle JC. Abonnez-vous à notre podcast sérieux, Mais pas trop. pour les passionnés d'histoire qui veulent tout comprendre sur l'histoire de ces peuples et de leur territoire au premier millénaire. Et retrouvez-nous sur www.meropodcast.fr, le site du podcast où, comme nous l'a demandé un de nos auditeurs sud-africains, vous pourrez retrouver les cartes pour se repérer plus facilement dans cet épisode. Oh yeah, Merovingian are so international. Et n'hésitez pas non plus à nous écrire pour nous faire des commentaires ou des suggestions, vu qu'on aime le courrier. Que vous habitiez le pays des Francs ou non. Ceci est l'épisode 19. Robus et la troisième voie. Nous avons pu voir dans les épisodes précédents que les Francs jouaient de plus en plus un rôle majeur en Gaule via leur pillage ou inversement en étant recrutés par les Romains comme mercenaires ou troupes auxiliaires. Ce dernier point peut paraître surprenant tant les ennemis habituels devenaient des soutiens de premier ordre. Les Francs confortaient ainsi leur rôle grandissant en quelque sorte d'ennemis alliés de Rome ou de Posthume par exemple en Gaule et plus largement de poil à gratter le long de la frontière du Rhin. Posthume, notre éphémère empereur des Gaules dans les années 260, n'est d'ailleurs pas étranger à ce que l'on appellerait de nos jours la médiatisation des Francs. Car non seulement il put s'ériger comme le défenseur des valeurs romaines contre les agressions barbares, mais il accorda également une place non négligeable aux troupes germaniques dans sa structure militaire. Mais quel en est donc l'intérêt pour les Francs ? Pourquoi Rome accepte et favorise-t-elle même ce trouble jeu ? C'est ce que nous allons tenter de vous expliquer. L'addition de contingents francs et alamans dans les diverses armées romaines durant les années 260, que ce soit dans l'Empire des Gaules ou dans le reste de l'Empire d'ailleurs, a semblé être la bonne solution pour renforcer les légions en mal de combattants. Un bon moyen pour les empereurs et usurpateurs romains de l'époque à déployer à grande échelle pour parer en urgence au manque de soldats. Mais à l'expérience, cette tactique a vite montré ses limites quand même. D'abord parce que ces mercenaires ne travaillent jamais gratuitement. Pour un empire déjà en grande difficulté économique et qui peine à se remettre sur pied, cette solution n'est pas le remède miracle qu'on pourrait étendre à l'infini. On n'a pas de détails précis sur les modalités contractuelles, mais on peut parier que les bandes de Germains recrutés par les empereurs successifs travaillaient pour Rome seulement en échange de sommes conséquentes. Il fallait sans doute pas mal d'or pour les convaincre que l'option du pillage n'était pas la plus intéressante financièrement pour eux. Et puis, l'appât du gain comme facteur de motivation pose évidemment le problème de la fiabilité. Arrêtez de payer une minute vos mercenaires ou tombez sur un opposant plus généreux que vous et vos nouveaux amis se transforment en bêtes féroces. Subissez une défaite politique ou militaire qui laisse penser que vous n'êtes qu'un perdant et votre troupe de choc vous laisse tomber sans trop d'état d'âme. Les textes antiques au sujet des barbares sont d'ailleurs remplis de récits d'alliances avec des chefs germains divers et variés, dont le retournement de veste fait partie intégrale de la panoplie standard, et notamment les Francs. Le discours du panégyrique de Constantin, par exemple, texte écrit 3 décennies plus tard, souligne chez ces hommes leur inconstance toujours perfide. On peut difficilement faire plus explicite. Alors attention, on est évidemment dans le poncif condescendant de l'époque sur les Germains. Ne croyez pas les Romains sur parole quand il s'agit de leur prétendue supériorité morale sur les différents barbares. C'est les Romains qui nous rapportent les faits. Et en général, ils ont tendance à blâmer tout le monde pour leur malhonnêteté. Tout le monde, sauf eux, bien sûr. Mais le jugement porté sur les Francs à la fin du IIIe siècle reflète quand même les limites de la négociation entre Rome et les mercenaires d'outre-Rhin. Que ce soit pour conclure des traités de paix ou des recrutements directs, les troupes de mercenaires germaniques ne sont sans doute pas des solutions totalement fiables sur le long terme. Comme tout bon mercenaire, ils sont seulement disponibles le temps d'un contrat, et sans doute pas plus. Ok.
Ça ne veut pas dire que le système des troupes auxiliaires germaniques ou franques, qui a commencé à briller durant la crise du IIIe siècle, va tout à coup disparaître. Ce n'est juste pas la solution miracle à tous les problèmes. D'ailleurs, les Romains peuvent blâmer autant qu'ils veulent les troupes germaniques et les Francs en particulier. Ils ont toujours utilisé des mercenaires et ne s'en priveront jamais dans toute leur histoire. Donc c'est sûrement pas ça la source de tous leurs problèmes. Leurs troupes auxiliaires font toujours des forces d'appoint efficaces pour la Légion romaine depuis des siècles dans un nombre incroyable de guerres. Mais dans force d'appoint, il y a bien le mot appoint. Et on ne parle pas de cuisson là. Cette solution ne peut donc pas être le seul moyen de remplir les rangs indéfiniment à Rome, d'autant que d'autres changements commencent à se faire sentir en parallèle. Alors oui, Rome va chercher à déployer d'autres solutions devant l'accumulation des menaces aux frontières, que ce soit de la part des Germains ou des autres voisins encombrants. Car les légions ne semblent jamais en nombre suffisant pour parer à tous les problèmes. Et on l'a dit, les problèmes de recrutement de Rome sont décuplés par les autres crises internes de l'Empire romain dont on a parlé. Une combinaison d'épidémies, de guerres civiles et de difficultés à convaincre assez de Marcus et de Lucius de l'Empire de s'enrôler. Mais avant même de chercher d'autres moyens de remplir les rangs, devant l'état de guerre généralisé qui caractérise la période, on voit un nouveau type d'homme s'imposer sur le trône de l'Empire. Toute cette période du IIIe siècle est marquée par une succession d'empereurs d'un nouveau genre, qui arrivent au pouvoir les uns après les autres. On les appelle les empereurs soldats, un terme un peu fourre-tout pour désigner les souverains de l'époque. Des hommes nouveaux, éduqués sans être des patriciens, dont le surnom s'explique facilement. Ce sont quasiment tous des généraux qui ont su prendre le pouvoir avec leur légion, mais aussi dont les règnes ont été marqués par des opérations militaires non-stop sur toutes les frontières. Ces hommes qui ont fait leurs preuves sur le terrain s'imposent à la tête de l'Empire, assez naturellement d'ailleurs, après s'être imposés à la tête de leur armée. Des empereurs qui disposent donc généralement d'une bonne expérience de commandement et d'une forte poigne, comme cet Aurélien dont nous avons parlé. D'ailleurs, la plupart d'entre eux sont des officiers venant d'Illyrie, la région centrale de l'ex-Yougoslavie, d'où l'autre nom qu'on leur donne aussi d'empereurs illyriens, en plus d'empereurs soldats. Des officiers compétents donc, qui sont montés dans la hiérarchie militaire sous les ordres des empereurs précédents. Une succession assez logique d'ailleurs. L'empereur sur le trône étant lui-même généralement illyrien, il s'entoure d'autres illyriens, car ces hommes sont perçus comme plus proches et loyaux au vu de leurs origines. Et ces officiers qui entrent dans le premier cercle du pouvoir sont idéalement positionnés pour reprendre le flambeau à la mort du titulaire. Mort dans laquelle ils trempent assez souvent d'ailleurs, mais passons, ce n'est pas le propos. En tout état de cause, la période est caractérisée par une succession de noms peu familiers qui correspondent à la définition. Les Auréliens, les Claude le Gothique, les Tacites, rien à voir avec notre auteur celui-là, les Quintiliens, les Probus, etc. Des empereurs un peu oubliés aujourd'hui, mais avec une parfaite connaissance de la chose militaire, une discipline de fer et une efficacité redoutable pour s'emparer du pouvoir via la guerre civile si besoin. Des hommes qui symbolisent mieux que tout autre la volonté de Rome de surmonter par un surcroît d'autorité et de puissance les défis de tous ordres qui s'accumulent en ce troisième siècle. Ok Xavier. Mais là encore, je tiens à souligner que le système ne fonctionne pas vraiment pour ramener la stabilité dans l'Empire. Les empereurs soldats à poigne arrivent au mieux à ramener momentanément le calme, voire très momentanément. Parce qu'apparemment, les légions romaines ont pris la vilaine habitude de retourner leur toge pour le premier usurpateur venu, ou de se débarrasser eux-mêmes de leur empereur d'une manière souvent radicale. Surtout si celui-là a la mauvaise idée de leur déplaire, ce qui semble toujours arriver tôt ou tard, et recommencer le cycle période de troubles, guerre civile et tout le tralala. Donc, tes empereurs illyriens n'amènent qu'un tout petit peu de stabilité temporaire au mieux d'une grosse pagaille générale. Pagaille que les barbares aux frontières savent parfaitement exploiter d'ailleurs, maintenant qu'ils ont compris le système. Et oui, décrire le rôle des Francs et des Germains plus généralement dans la période allant de 260 à 285 ressemble à une longue répétition de la même histoire. Le jour sans fin de l'Antiquité. Galien apparaît en Gaule et massacre un grand nombre de Germains, s'impose comme le sauveur du pays, puis s'en va régler une autre rébellion. Une fois Galien parti, la menace revient jusqu'à ce que Posthume apparaisse, en massacre un grand nombre et règle le problème à nouveau. Problème qui revient après le meurtre de Posthume, jusqu'à ce qu'Aurélien apparaisse en Gaule, en massacre un grand nombre et s'impose comme le nouveau sauveur de la Gaule.
Puis Aurélien disparaît et la menace revient, et puis Claude, et puis Probus, et puis les autres. La même histoire, en boucle. Or, si on devait croire sur parole les auteurs romains, chaque empereur est censé avoir accompli des prouesses incroyables qui auraient dû régler définitivement le problème. Par exemple, il est dit qu'Aurélien est soi-disant venu célébrer à Rome un triomphe dans lequel les Francs participent au milieu des prisonniers de 20 nations. Et on rapporte aussi que Probus fait chasser les Francs jusqu'au fond de leur marécage et lance une véritable chasse à l'homme, en payant 1 sou d'or la tête de chaque ennemi. Des déclarations tonitruantes où chaque empereur, nouvel homme providentiel, sauve la situation et extermine soi-disant une bonne partie de la Germanie pour sauver Rome. Mais tout est contenu dans ce mot, soi-disant. Car à ce stade, il faut se rendre à l'évidence. Malgré ces belles déclarations, le problème ne se règle pas du tout avec l'action de ces empereurs soldats, ni le recrutement des troupes auxiliaires pour renforcer la légion. La propagande qu'ils développent pour des besoins internes ne doit pas faire illusion. En réalité, les troubles aux frontières sont d'une ampleur telle que ces transformations bien réelles de l'armée romaine ne suffisent pas à renverser la tendance. Sans doute parce que le renforcement des légions à cette période, même en intégrant des forces auxiliaires barbares censées soutenir le pouvoir en place, est une solution très tactique, comme on l'a dit, et qui ne règle pas les déséquilibres démographiques et économiques structurels entre Rome et ses voisins. Ça marche un temps avec un empereur fort pour contenir le problème, mais pas pour le régler. Vraisemblablement, ces troupes de mercenaires barbares se débandent dès la mort de l'empereur qui les a recrutés et qui n'est plus là pour les payer, ou rejoignent les différentes factions en lutte pour le pouvoir sans plus s'occuper de la garde des frontières. Et on en revient donc au point de départ. Et sans doute aussi parce que les transformations de l'époque sur la frontière du Rhin prennent progressivement une autre ampleur que celle de simples conflits frontaliers avec des bandes armées. Même si les sources romaines n'en parlent pas, un début d'installation de colons germaniques commence à suivre le recrutement de ces auxiliaires, soi-disant temporaires. Le repli défensif de Rome sur la frontière du Rhin a laissé place à de nouveaux Germains, des colons probablement pacifiques, bénéficiant de terres romaines laissées libres ou de l'influx d'argent de Rome pour s'installer à ses portes, qu'ils soient ou non liés aux mercenaires à la solde de l'Empire. Mais après tout, les mercenaires qui avaient servi loyalement l'Empire avaient aussi le droit de souhaiter voir leur famille s'installer pas trop loin d'eux. Oui, donc en fait, c'est du regroupement familial, ton histoire au IIIe siècle. Enfin, peut-être. Ces hommes n'ont pas laissé non plus de texte ni de demande de régularisation. On ne peut donc pas vraiment savoir. Mais clairement, on a changé d'époque par rapport à celle de l'empereur Alex ou Maximin le Thrace, dont vous devez vous souvenir. On n'en est plus à aller côté Germanie, mater les Alamans et tenter de pacifier la Germanie en profondeur. À ce stade, quoi qu'en disent les auteurs, on en est juste à essayer de dégager les squatteurs de Gaule, ou tout au plus d'attaquer les tribus de la rive droite pour imposer momentanément la volonté de Rome. Eh oui, que voulez-vous? Sur la rive gauche, ils ont toujours été un peu snobs. En attendant, on voit de grandes transformations à l'œuvre, que ce soit côté romain ou côté barbare. Mais ça ne règle pas le problème. Auxiliaire en plus ou pas, la frontière du Rhin ne redevient pas hermétique tout à coup grâce aux empereurs soldats. Non, en effet. Et c'est sans doute ce qui va expliquer que les Romains vont se mettre à chercher de nouvelles solutions, même si la véritable solution, elle, ne va pas arriver de sitôt. En attendant, une inflexion intéressante se fait déjà sentir avec les successeurs des Galiens et autres posthumes. Sans qu'on puisse forcément tout ramener à cet individu unique, un empereur va marquer les chroniques avec un changement significatif pour les Francs. Cet empereur, c'est Probus, sans doute le 15e empereur en date depuis Maximin le Thrace à prendre le pouvoir à Rome en 276, à la suite d'Aurélien et des autres. Ne cherchez pas d'originalité particulière chez notre homme. Officier de carrière venant d'Illyrie, il est monté en grade dans l'appareil militaire de ses prédécesseurs. Et à la mort violente de l'avant-dernier d'entre eux, le fameux Tacite sans aucun lien de famille avec l'auteur, lui aussi militaire de carrière et lui aussi apparemment assassiné par ses troupes, puis de son frère reconnu très brièvement par le Sénat, Probus s'impose au sommet de l'Empire après une énième guerre civile. Et donc, scénario classique, Probus doit à son tour intervenir en Gaule, car dès sa prise de pouvoir, la frontière rhénane est à nouveau bouleversée par des raids tous azimuts, des Francs et des Alamans. Et, avec un manque d'originalité consternant,
on apprend que Probus attaque vigoureusement les Germains après sa prise de pouvoir et sauve une nouvelle fois le pays en écrasant les envahisseurs. L'auteur de l'histoire Auguste nous donne une version maintenant habituelle de la victoire de Probus, en affirmant à son propos qu'on ne cessa pas de combattre jusqu'à ce que 9 petits rois de diverses nations des Francs viennent se jeter à ses pieds. Jusque-là, rien de très original, vous me direz. C'est vrai. Mais c'est plutôt une des petites phrases qui suit ce morceau de bravoure qui doit nous faire tiquer. Une inflexion importante de la politique romaine attribuée à Probus et à son dernier massacre de Francs, même s'il n'est pas forcément le tout premier à avoir utilisé cette idée. L'auteur de l'histoire Auguste précise à son sujet que Probus reçut en outre 16 000 recrues, qu'il dispersa dans les diverses provinces et qu'il incorpora par 50 ou 60, soit parmi les soldats des légions, soit parmi ceux qui gardaient les frontières. Incorporés dans les légions. Alors effectivement, ça, c'est un gros changement. Plus rien à voir avec les contingents de mercenaires indépendants vivant en théorie en dehors des frontières, même si encore une fois, tout indique que ce système-là n'est sûrement pas aboli. Mais effectivement, pour les Francs, une nouvelle période s'ouvre tout à coup. D'accord. Alors apparemment, les Romains passent la troisième, en cette fin de IIIe siècle, en utilisant plus seulement les Germains comme mercenaires, mais en forçant l'intégration directe des vaincus dans la Légion. Pour parler XXIe siècle, c'est comme si tu arrêtais de faire bosser des intérimaires et des contractuels qui te coûtent trop cher, et que tu faisais signer des CDI à la place à des employés obligés d'accepter tes conditions de... Heureusement que 2000 ans plus tard, ce genre de situation ne se produit absolument plus du tout. Bon, faut dire que les empereurs illyriens sont des soldats, des hommes qui ont fait leurs preuves dans le système militaire romain et qui ont vu expérimenter combien l'armée romaine est efficace quand elle est bien commandée. Donc la solution d'intégrer des hommes dans les troupes régulières de la Légion ne doit pas forcément leur déplaire. Je les imagine assez facilement se motiver à l'idée qu'ils vont former ce tas de barbares pour en faire de vrais légionnaires. Une légion étrangère avant l'heure, somme toute. C'est une belle façon légèrement anachronique de voir les choses. Mais la question qui nous intéresse est de savoir comment les Romains ont réussi concrètement à recruter ces soldats en fait. Alors, là encore, il faut relire les textes avec un peu de distance. À la lecture des exploits des empereurs soldats, on a toujours cette vilaine impression que chaque opération réussie se termine dans un bain de sang. Bon alors, d'accord, on se doute que les combats entre Rome et les Germains ne devaient pas être de simples batailles à coups de poing à la Astérix et Obélix. Mais la mort violente d'une majorité ou de la totalité du groupe des vaincus sur le champ de bataille n'était pas le résultat systématique de tous les affrontements, ou même de la majorité. Parce qu'un homme mort sur le champ de bataille n'a pas de grande valeur, sinon la petite satisfaction momentanée de lui avoir tranché la gorge. Non. Avant qu'un combat ne se termine par l'annihilation du vaincu, la reddition est absolument envisageable. Surtout dans le cas de Germain Pillard, animé principalement par l'appât du gain. On voit assez mal dans leur cas pourquoi ils se sacrifieraient systématiquement jusqu'au dernier quand la bataille prend une sale tournure, si une autre option moins drastique se présente. Évidemment, la solution habituelle à ce scénario s'appelle l'esclavage. Et c'est clair que les Romains, comme les Germains, appliquaient massivement cette option encore en ce IIIe siècle. Mais pas forcément systématiquement, là non plus côté romain. Les redditions se soldaient de temps en temps par un compromis moins radical, mais tout de même rentable pour les deux parties. Une troisième voie en quelque sorte, qu'on labellise parfois sous le terme de déditis chez les Romains à cette époque. Le mot déditis désigne à la base le fait de se rendre au bon vouloir de l'ennemi, après une défaite ou une situation sans issue. Les hommes livraient ainsi leurs biens et leurs personnes au bon vouloir de l'empereur. Alors, même si sur le papier, une reddition sans condition signifie sans condition, il semble que la situation n'était pas toujours aussi tranchée et permettait parfois de s'arranger un minimum à l'avance, justement pour éviter le choix draconien de la mort ou de l'esclavage. En gros, pour les soldats acceptant de se rendre en tant que déditis, c'était la possibilité de choisir la soumission à l'Empire romain et une privation partielle de liberté en échange de la vie sauve. Un deal pas si mauvais quand on considère les deux autres seules options disponibles en fait. Alors, notons que cette procédure n'était pas tout à fait nouvelle et avait déjà pris plusieurs formes dans le siècle dernier. Plusieurs groupes d'étrangers vivaient déjà sur le territoire de l'Empire et en avaient même bénéficié,
notamment après que tous les habitants de l'Empire aient été décrétés citoyens par Caracalla en 212. Mais cette procédure commence à prendre de l'ampleur au IIIe siècle dans le cas des redditions massives de groupes de barbares vaincus par les Romains. Redditions qui commencent à s'accumuler au fil des campagnes. Et le premier cas, clairement mentionné avec les Francs dans les textes, se passe lors de la campagne de 277 de Probus. Ok, donc c'est ça ton interprétation des 9 petits rois qui se jettent aux pieds de l'empereur. C'est juste des chefs vaincus qui viennent négocier leur reddition et celle de leurs troupes, si on te suit. En fait, ni eux ni leurs hommes ne sont forcément sur le point d'être exécutés à ce moment-là. Enfin, vraisemblablement. À mon sens, je verrais ça plutôt comme de la bonne propagande pro-romaine qui prépare le terrain pour l'intégration de ces hommes qui va avoir lieu en les montrant bien obéissants et bien soumis. Faut dire qu'intégrer des ennemis pareils, avec tous les stéréotypes anti-barbares de l'époque, ne devait pas être si simple à vendre comme idée à l'élite de l'Empire. Donc les montrer serviles devait certainement faire partie des usages pour rendre le plan acceptable. Et du coup, concrètement, ça marchait comment ce statut? Alors d'abord, la première règle voulait que les déditis soient, en échange de la vie sauve et d'une certaine forme de semi-liberté, fixés définitivement sur le territoire impérial. Plus de services temporaires, plus de possibilité de repartir de l'autre côté de la frontière ou d'aller vivre où bon leur semble. Le déditis est définitivement et totalement sous le contrôle de Rome. Et ensuite, c'est un statut individuel de semi-libre. Rien à voir avec les fédérés ou mercenaires agissant en groupe sous posthume. Les hommes ainsi acceptés au sein de l'Empire n'ont pas de droits spécifiques en tant que groupe, et ses membres ne sont pas citoyens. Les hommes deviennent des travailleurs forcés au service de Rome, dispersés à travers l'Empire pour revitaliser des zones entières où plus aucun gallo-romain ne veut remettre les pieds. Et au-delà du gain économique avec la mise en valeur de ces terres immenses par les déditis, une autre fonction leur est imposée au bénéfice de l'Empire. Les déditis, ainsi que leurs enfants apparemment, restent assujettis au service militaire. Solution que Probus va définitivement choisir pour 16 000 d'entre eux, capturés lors de sa campagne, même si le chiffre précis est rejeté par la plupart des historiens comme un peu farfelu, à l'image de pas mal d'éléments de l'histoire auguste. C'est ça le deuxième gros avantage du déditis, en plus du travail agricole gratuit sur les terres impériales. Des bras germaniques pour gonfler les rangs de la Légion romaine. Mais pas dans un rapport d'égal à égal, pas dans une négociation entre deux groupes armés alliés ou associés. Probus veut des déditis pour les intégrer comme force brute dans la machine romaine. Des hommes incorporés cette fois dans les unités régulières, se battant avec des armes romaines, combattant dans les unités romaines et obéissant à des officiers romains. Le but principal de Probus et des empereurs qui vont suivre, c'est de régulariser la présence de combattants barbares dans l'Empire. Régulariser dans le sens d'encadrer et de fondre ses troupes dans l'appareil militaire et administratif romain. La dispersion en groupes de 50 ou 60, dont nous parle l'auteur de l'Histoire Auguste, n'est pas un petit détail. C'est le point important du plan. L'objectif n'a plus rien à voir avec l'utilisation prudente de ces hommes-là en évitant soigneusement de les intégrer, comme avec les mercenaires barbares des décennies précédentes, maintenus dans des unités distinctes d'auxiliaires. Non, maintenant avec Probus, on veut précisément les intégrer parfaitement pour pouvoir les utiliser au cœur de la machine de la Légion. Probus et les autres ne veulent pas valoriser les Francs en tant que force militaire particulière. Ce qu'ils veulent, c'est des guerriers, des bras qu'on puisse mouler dans la grande machine qu'est l'armée romaine. Que les bras soient ceux des Francs est un détail sans importance en fait. Voilà donc une nouvelle façon de regarder les légions. Pas cher et efficace. D'autant que les bras, il commence à y en avoir un paquet de disponibles parmi les Germains, lorsque l'Empire retrouve un peu de sa puissance d'antan et arrive à les écraser avec les empereurs soldats de l'époque. Probus montre que pour les empereurs illyriens, qui reprennent avec fermeté le contrôle de l'Empire, l'intégration de Germains dans l'armée doit continuer, mais pas sous n'importe quelle forme, ni n'importe comment. Ils auraient dit Nos omnes Romani exercitus sumus meretrix. Ou autrement dit, on est l'armée romaine, bordel. Enfin, peut-être pas littéralement, mais je vois bien ça comme idée de fou. L'intégration de ce qu'on appelle les Francs au sein de la structure militaire se dessine à partir de la décennie 270-280 et commence sa longue montée en puissance. D'une présence exclusivement attestée en tant qu'auxiliaire jusqu'au milieu du IIIe siècle, on glisse peu à peu vers des modèles d'intégration plus robustes. Les uns après les autres,
les empereurs romains vont intégrer les barbares sur le territoire de Gaule du Nord, tentant de les acculturer à la sauce romaine et de les utiliser à l'intérieur de leur armée. Car Rome, comme on l'a dit, a toujours besoin de plus de troupes et de moins en moins de Romains semblent attirés par la vie militaire en dépit des sommes massives que les empereurs y ont injectées au fil des années. Est-ce que ça signifie que l'armée romaine se transforme du tout au tout d'un seul coup sous Probus? Non, pas du tout, ça serait tout à fait inexact. La quantité totale de soldats venant de ces types de recrutement reste encore limitée à ce stade de l'histoire romaine. Même Probus en 277 se fait remarquer par son intégration jugée extravagante de 16 000 hommes, un chiffre à la fois énorme, mais à comparer avec la taille totale de l'armée impériale de cette époque, probablement autour de 520 000 hommes. On parle donc d'un petit pourcentage au final. Mais c'est un petit début qui va vite s'amplifier. Et c'est peut-être là la petite erreur de calcul de Probus. Car on rapporte que l'empereur déclare pour justifier cette décision que l'aide que les Romains reçoivent des barbares doit se faire sentir, mais pas se faire voir. Une belle maxime de Romain. Toute la philosophie de son action est contenue dans ce propos. Utiliser les bras des Germains qu'on saupoudrera ici et là pour les mouler et les faire disparaître dans un modèle romain. Alors, tant que le pourcentage reste tout petit, la solution peut fonctionner. Mais en réalité, le processus ne va sûrement pas rester tout petit, comme le reste de l'histoire va le montrer. Et à partir de là, l'aide que les Romains reçoivent va tout à coup se révéler beaucoup plus visible que nos empereurs soldats, à commencer par Probus, auraient pu l'imaginer, et beaucoup plus influente. Probus ne verra pas la conclusion du phénomène qu'il a contribué à populariser avec cette première intégration de Francs qui nous est rapportée. Un phénomène qui va changer l'armée romaine et le destin des Francs définitivement, un jour prochain. Finalement, Probus aurait gagné à être un peu plus connu, ne serait-ce que pour cette innovation concernant les Francs, car l'homme a tout de même marqué son temps. D'ailleurs, même sa fin est spectaculaire. Au risque de vous surprendre, il finira par tellement irriter ses soldats, que ce soit par ses recrutements inorthodoxes ou plus probablement la discipline de fer ou les travaux qu'il impose à ses soldats, qu'un petit groupe de légionnaires va se mutiner un matin de 282 dans une garnison des Balkans qu'il est en train d'inspecter. Les hommes, poussés à bout, s'attaquent à lui tout à coup par désespoir et tentent de tuer leur empereur qui s'enfuit et part se réfugier dans une tour d'assaut pour échapper à leur rage. Tour d'assaut à laquelle les soldats, pragmatiques comme de bons Romains, vont mettre le feu pour déloger cet homme insupportable. Probus va apparemment réussir à leur échapper, à moitié étouffé et presque carbonisé, mais seulement pour se faire massacrer sur le champ par les mutins pyromanes qui l'attendaient en bas et terminer en beauté son règne de quelques années sur l'Empire. Que dire? Empereur romain du IIIe siècle. Un vrai métier à risque. Ainsi, les Francs semblent tour à tour, ou en même temps, combattre l'armée romaine et incorporer ses rangs. Comment l'expliquer, hormis par un intérêt de plus en plus marqué des empereurs romains à leur égard? En fait, les premiers Francs n'étaient, qu'on se le dise, pas un peuple unifié, mais plutôt une confédération assez souple de tribus qui vivaient le long du Rhin. Chaque tribu avait sa propre identité et donc sa propre politique. Certains historiens modernes parlent d'ailleurs davantage d'essaim tribal plutôt que de confédération pour qualifier la situation des Francs dans les premiers siècles. Finalement, l'union de ces tribus était très situationnelle, au gré des campagnes, offensives ou défensives. C'est d'ailleurs lors de ces occasions que ces tribus étaient nommées Francs par les Romains, ce qui était un terme assez élogieux a priori, car il signifiait les féroces ou les courageux. La fameuse définition d'homme libre fut davantage une traduction hagiographique préférée par les Francs eux-mêmes. On l'a vu, les tribus germaniques, francs ou associés, multipliaient les incursions dans l'Empire romain, et celles-ci imposèrent l'attention toute particulière des empereurs, qui lancèrent, avec succès, plusieurs campagnes contre les Francs. Mais encore une fois, les empereurs n'étaient pas au bout de leur surprise, car les Chamaves, Chatuaires, Bructères ou autres Saliens et Ripuaires ne se contentèrent pas d'actions terrestres, mais se montrèrent de redoutables pirates. Oui, vous avez bien entendu, des pirates. Et vous allez voir, pour les Romains, ça va chauffer. Et on parle toujours pas de cuisson là non plus.
Mais ceci est une autre histoire pour notre prochain épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode de L'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens, le podcast dédié à l'histoire de France durant le premier millénaire. N'hésitez pas à nous retrouver sur notre site internet www.meropodcast.fr. Et à bientôt pour notre prochain épisode.